Papa a posé sa main sur le testament et m'a regardé droit dans les yeux. N'attends pas un centime de ma part. D'accord, ai-je souri. Alors n'attends pas un seul centime de ma part non plus. J'ai lentement posé ma fourchette et mon couteau et je me suis levé. Des semaines plus tard, le cauchemar a frappé. Mon père est venu me supplier. Tu ne peux pas faire ça. Je m'appelle Emily Thompson. J'ai 32 ans. Et jusqu'à la nuit où cette histoire a commencé, je pensais avoir enfin fait la paix avec le rôle que ma famille m'avait attribué. J'étais la personne de confiance, celle avec la carrière stable à Seattle, l'appartement en centre-ville, le calendrier codé par couleur, le genre de vie que les gens pointent du doigt quand ils disent qu'elle s'en sort très bien. C'était exactement la raison pour laquelle ils pensaient que j'avalerais ce qui s'est passé ensuite avec un sourire poli. C'était censé être un simple barbecue familial à la maison de l'autre côté du lac. Le genre où le grill est trop chaud, la limonade est trop sucrée, et où tout le monde agit normalement juste assez longtemps pour vous inciter à baisser votre garde. Je me souviens du bruit des couverts contre la porcelaine, de l'odeur de fumée dans l'arrière-cour, et de la façon dont mon père posait sa paume sur une pile de papier comme s'il avait attendu toute la soirée pour sa petite représentation. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « N'attends pas un centime de ma part ». Pas une seule personne à cette table n'a eu l'air surprise. C'était la partie qui a frappé plus fort que les mots. Ils avaient tous su. Ils m'avaient tous laissé m'asseoir là, souriant comme une idiote, pendant qu'ils me passaient une assiette et attendaient que le couteau s'enfonce. J'aurais pu pleurer. J'aurais pu supplier. J'aurais pu leur rappeler chaque facture que j'avais discrètement couverte et chaque gâchis que j'avais aidé à nettoyer. Au lieu de cela, j'ai souri en retour. J'ai posé ma fourchette avec soin, puis mon couteau, et j'ai dit « D'accord, alors. N'attendez pas un seul centime de ma part non plus. » Vous connaissez ce genre de silence qui semble plus fort que des cris? C'était le silence que j'ai laissé derrière moi quand je me suis levé de table. Ce que je ne savais pas encore, c'était que ces 8 mots calmes allaient déchirer toute la famille. Et seulement des semaines plus tard, le même homme qui a essayé de me couper les vivres avec un sourire se tiendrait devant moi, ayant l'air que son monde s'effondrait. Avant que je vous dise exactement ce qui s'est passé après que je sois sorti cette nuit-là, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Parce que j'ai le sentiment que cette histoire va voyager beaucoup plus loin que ce que cette arrière-cour avait jamais prévu. Le trajet de retour vers Seattle m'a semblé plus long que jamais auparavant. Le ciel devenait déjà sombre au-dessus de l'eau, et chaque feu stop rouge devant moi semblait flou sur les bords, comme si mes yeux refusaient de se concentrer sur quoi que ce soit de trop clair. Je n'arrêtais pas de rejouer ce moment à la table dans ma tête, pas seulement la phrase, pas seulement la façon dont il l'a dite. C'était l'expression sur son visage qui ne me laissait pas tranquille, calme, certaine, presque soulagée, comme s'il avait attendu longtemps pour enfin dire à voix haute ce que tout le monde dans cette famille croyait discrètement depuis des années. Que j'étais utile, mais pas précieuse. Fiable, mais pas aimée de la façon dont les autres l'étaient. Cela aurait dû me briser plus que ça ne l'a fait. Peut-être que cela l'aurait fait si cette nuit avait été la première trahison, mais ce n'était pas le cas. C'était juste la première fois qu'ils avaient été assez arrogants pour cesser de le cacher. Au moment où je me suis garé dans le garage sous mon immeuble, mes mains avaient cessé de trembler. Au moment où les portes de l'ascenseur se sont fermées, quelque chose de plus froid avait pris la place de la blessure. Pas de la rage, pas encore, juste de la clarté. Je suis entré dans mon appartement, j'ai enlevé mes talons, posé mes clés sur le comptoir de la cuisine, et je suis resté là dans le silence pendant une longue minute. Personne ne m'attendait. Personne n'appelait pour s'excuser. Personne n'allait courir après moi et dire qu'ils étaient allés trop loin. Je me suis versé un verre de vin rouge de Californie, celui que je gardais pour une meilleure soirée, et je me suis assise à l'îlot de ma cuisine avec mon téléphone dans une main et mon ordinateur portable ouvert devant moi. Pendant quelques secondes, j'ai juste regardé mon application bancaire comme si je regardais des preuves de la vie de quelqu'un d'autre. Tout était là, aligné proprement comme un deuxième budget familial caché à l'intérieur du mien. 2 000 $ chaque mois pour la dette d'entreprise dont mon père ne s'était jamais totalement remis après que sa société de construction a commencé à couler. Un autre transfert récurrent pour le paiement de la voiture et l'assurance de mon frère. Un autre pour le manque à gagner du loyer de ma sœur et les petites urgences qui, d'une manière ou d'une autre, continuaient de se produire chaque mois. Ensuite, il y avait les paiements supplémentaires que personne ne voyait jamais parce qu'ils n'étaient jamais officiellement étiquetés comme quelque chose d'important. L'impôt foncier quand mes parents étaient à court.
Les réparations après l'éclatement d'un tuyau dans la salle de bain du bas. Une réparation de toit un hiver. L'acompte de l'entrepreneur pour une rénovation dont ils avaient dit aux voisins qu'ils avaient finalement réussi à s'occuper eux-mêmes. 5 années d'argent discret sortant de ma vie et entrant dans la leur. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours l'égoïste. J'ai pris une gorgée de vin, j'ai ouvert les paramètres de transfert et j'ai survolé le bouton d'annulation. Je pensais que je pourrais hésiter. Je pensais que des années de conditionnement se soulèveraient en moi et me chuchoteraient que je réagissais de manière excessive, que j'étais émotive, que la famille faisait des erreurs et que les bonnes filles les absorbaient. Mais tout ce que je pouvais entendre était sa voix. N'attends pas un centime de ma part. Alors j'ai chuchoté en retour à la pièce vide, très bien. Et puis j'ai annulé chacun d'entre eux. L'un après l'autre. La dette d'entreprise, la voiture, l'aide au loyer, le transfert de secours pour le ménage que j'avais laissé là pour les besoins familiaux inattendus. Chaque écran de confirmation semblait étrangement petit pour quelque chose qui avait contrôlé une si grande partie de ma vie d'adulte. Quand le dernier a disparu, je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai attendu que la culpabilité me frappe comme un camion. Ce ne fut pas le cas. Ce qui est venu en premier, c'est le chagrin. Un chagrin lourd et humiliant. Pas parce que l'argent me manquait, mais parce que la vérité s'asseyait enfin devant moi sans maquillage. Je n'avais pas aidé à construire une famille aimante. J'avais financé un système où tout le monde pouvait rester à l'aise pendant que je gagnais le droit d'être toléré. J'ai pleuré alors, doucement et sans drame, le visage dans les mains, mon verre de vin intact à côté de moi. Mais quelque part sous la blessure, un autre sentiment grandissait. Il était assez peu familier pour m'effrayer un peu. Le soulagement. Le vrai soulagement. Le genre qui desserrait quelque chose dans votre poitrine dont vous ne réalisiez pas que c'était serré depuis des années. Je me suis couché juste avant 2 heures du matin, mais j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de me réveiller en attendant un appel, un texto, une excuse, une explosion. 48 heures plus tard, j'ai obtenu exactement ce à quoi j'aurais dû m'attendre. Pas de remords, pas de compréhension, juste de l'indignation. Et c'est là que j'ai enfin vu ce que ma famille pensait vraiment de moi. Le premier message vocal est venu de ma mère à 7h12 un lundi matin, juste au moment où j'entrais au bureau avec un café dans une main et la sacoche de mon ordinateur glissant de mon épaule. Sa voix était sèche et offensée, comme si c'était elle qui avait été humiliée publiquement. « Émilie, je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, mais ton père a reçu un appel de la banque. Et Ethan dit que son paiement n'est pas passé. Rappelle-moi immédiatement. Il n'y a pas eu de « est-ce que tu vas bien ? Nous devrions parler, peut-être que ton père est allé trop loin. » Juste une panique immédiate face à l'argent manquant. Je l'ai écouté une fois, je l'ai supprimé et je suis allé à ma première réunion de la journée. Comme si ma poitrine ne brûlait pas. À l'heure du déjeuner, il y en avait 4 autres. Mon frère avait l'air en colère avant d'avoir l'air effrayé. Ma sœur avait l'air insultée. Mon père a laissé le message le plus court de tous. Règle ça. C'était tout. 2 mots. Comme si j'étais une employée qui avait fait une erreur dans la paix. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, les textos avaient commencé. Ma mère a dit que je faisais un drame. Mon frère a dit que je punissais tout le monde pour une seule conversation. Ma sœur a dit que c'était exactement la raison pour laquelle personne ne pouvait jamais me parler honnêtement. Celle-là m'a fait rire aux éclats dans mon appartement, seul avec mon téléphone qui s'illuminait comme une balise de détresse sur le canapé à côté de moi. Personne ne pouvait me parler honnêtement, c'était ironique venant des personnes qui avaient passé un barbecue entier à prétendre que c'était un dîner de famille normal avant d'annoncer que je ne valais rien pour eux, à la seconde où les assiettes à dessert avaient été débarrassées. Je les ai tous bloqués avant de me coucher, non pas parce que j'étais faible, mais parce que je connaissais déjà le schéma. D'abord venait la colère, puis la culpabilité, puis le grand classique américain des familles manipulatrices de partout, après tout ce que nous avons fait pour toi. 3 semaines ont passé. Au début, j'ai continué à attendre que quelqu'un se présente à mon immeuble ou envoie des fleurs ou essaie la sincérité pour une fois. Au lieu de cela, tout ce que j'ai obtenu, c'est le silence. Un silence profond et laid. J'ai fait des heures plus longues que d'habitude. Je me suis lancé dans un lancement de produits qui aurait dû me stresser, mais qui semblait en fait simple comparé à ma vie personnelle. La nuit, je courais le long du front de mer jusqu'à ce que j'ai mal aux jambes. C'était plus facile d'épuiser mon corps que de faire taire mon esprit.
J'ai presque commencé à croire que le pire était passé. Puis, un vendredi après-midi, alors que je passais en revue les calendriers de projet, un texto est arrivé d'un numéro inconnu. Réunion de famille ce soir. Tu nous dois bien ça. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. La formulation seule me disait tout. Pas de s'il te plaît, viens. Pas où pouvons-nous parler. Tu nous dois bien ça. Comme si l'accès à ma personne faisait toujours partie de leur forfait. J'aurais dû l'ignorer. Je le sais. Mais une partie stupide et à vif en moi voulait toujours une chose que j'avais poursuivie toute ma vie de leur part. Un moment équitable. Une conversation honnête où ils m'entendraient sans tordre la pièce autour de leurs besoins. Alors je suis retourné en voiture à Bellevue cette nuit-là. La maison avait l'air exactement pareil de l'extérieur. La lumière chaleureuse du porche, la pelouse bien taillée, un endroit qui donnait encore l'illusion de la stabilité à tous ceux qui ne savaient pas qui avait payé pour la maintenir ainsi. Ma mère a ouvert la porte avant même que je frappe. Son sourire était fin et nerveux. Elle s'est écartée comme si elle me rendait service en me laissant entrer. Quand je suis entré dans le salon, je me suis arrêté net. Ma tante Suzanne était là, assise raidement sur le bord du canapé, les deux mains enroulées autour d'une tasse qu'elle n'avait visiblement aucune envie de boire. Je ne l'attendais pas. Eux non plus, à en juger par la tension dans la pièce. Mon père se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Mon frère et ma sœur étaient sur le canapé comme un jury qui avait déjà rendu son verdict. Personne ne m'a offert un siège, alors j'en ai pris un quand même. Mon père a commencé de la manière dont les hommes comme lui commencent toujours quand ils pensent qu'ils ont encore le contrôle. Ton calme, mots mesurés. Émilie, nous devons clarifier la situation. Ta mère et moi pensons que cela a assez duré. Je l'ai regardé. Qu'est-ce qui a assez duré ? Mon frère est intervenu avant qu'il ne puisse répondre. Ce caprice. Tu coupes l'argent comme ça ? Tu sais que papa est en retard. Tu sais que j'avais besoin que ce paiement passe. Je me suis tourné vers lui lentement. Caprice. C'était le mot qu'il avait choisi pour la fin de 5 années de soutien financier après qu'on m'eût dit de ne pas attendre un centime de mon propre père. Ma sœur a laissé échapper un souffle par le nez, déjà irritée que je les oblige à se justifier. Maman était juste honnête, a-t-elle dit. Papa essayait juste d'être transparent. Tu as du succès, Émilie. Tu vis à Seattle. Tu as un super travail. Tu vas bien. Certains d'entre nous essaient encore de trouver leur voie. Elle était là. La religion familiale. Ma compétence avait toujours été l'excuse de leur cruauté. Parce que j'étais capable, j'étais censé mériter moins d'attention. Parce que je gérais bien ma vie, on s'attendait à ce que je porte la leur, aussi. Ma mère a fini par parler, d'une voix douce et fatiguée, jouant la raison pour l'assemblée. Tu es l'aînée. Tu as toujours été forte. Ethan et Olivia ont encore besoin de plus de soutien. Cela ne veut pas dire que nous ne t'aimons pas. J'ai presque souri à la façon si parfaite dont elle l'a formulée. Pas comme de l'exploitation, mais comme de l'amour avec une distribution inégale. Ma tante Suzanne a bougé sur son siège et m'a jeté un regard avec quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Alors, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai arrêté d'essayer de débattre des sentiments et j'ai commencé à énumérer des faits. Je leur ai dit le montant exact que j'avais payé pour la dette d'entreprise de mon père. J'ai nommé les mois, les transferts, les réparations, la facture d'impôt foncier que j'ai couverte quand ils étaient un peu à court il y a 2 hivers. J'ai regardé directement mon frère et je lui ai rappelé qui avait payé la compte de la voiture qu'il conduisait encore. J'ai regardé ma sœur et j'ai mentionné les reports de loyer, les minimums de cartes de crédit manquées, l'argent liquide d'urgence que je lui ai envoyé quand elle a décidé que 2 emplois différents étaient en dessous de son niveau au cours de la même année. Personne n'a interrompu pendant la première minute. Puis tout le monde a commencé en même temps. Ma mère a dit que je tenais les comptes. Mon frère a dit que rien de tout cela ne m'avait été imposé. Ma sœur a dit que jeter l'argent par les fenêtres n'achetait pas des droits de chantage émotionnel. Le visage de mon père a changé alors que la situation dans la pièce échappait à son contrôle. Sa voix est devenue plus basse, plus dure. Si tu es venu ici pour nous faire honte, tu peux partir. Je me suis levé. C'était la première chose qu'il avait dite de toute la soirée qui avait du sens. Ma tante Suzanne s'est levée à moitié, elle aussi,
comme si elle pensait à me suivre. J'ai pris mon sac et j'ai regardé les 4. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit ce qui aurait dû être évident pour toute personne décente dans cette pièce. Vous ne pouvez pas me dire que je compte moins et ensuite exiger que je continue de financer les personnes que vous valorisez plus. Mon père a fait un pas vers moi, la mâchoire serrée. Si tu passes cette porte ce soir, ne t'attends pas à revenir. Je tournais déjà la poignée quand j'ai répondu. Je ne me suis pas senti la bienvenue ici depuis des années. Je suis sorti dans le froid et pendant une seconde, je suis resté sur cette marche d'entrée à regarder la maison que j'avais aidé à réparer, aidé à entretenir, aidé à protéger des conséquences qui auraient dû arriver bien plus tôt. Puis je suis monté dans ma voiture et je suis parti pour la 2e fois. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Ça ne l'a pas été. Parce que lorsque les gens perdent le contrôle de la personne dont ils dépendaient, ils ne lâchent pas toujours prise tranquillement. Parfois, ils décident de vous punir en premier. Les rumeurs ont commencé petites, ce qui les a rendues d'une certaine manière plus efficaces. Les gros mensonges sont dramatiques. Les petits mensonges sont stratégiques. Ils se glissent dans les conversations familiales et les ragots de quartier sans paraître assez théâtraux pour être contestés. Une vieille cousine à qui je parlais à peine m'a envoyé un texto un dimanche après-midi pour me demander si j'allais bien. Quand j'ai demandé pourquoi, elle m'a envoyé une capture d'écran du groupe de discussion de la famille élargie. Ma sœur avait écrit que j'avais coupé les ponts avec tout le monde du jour au lendemain après que mon père eut fait un commentaire inoffensif sur la planification successorale. Mon frère a enchaîné avec quelque chose sur le fait que le succès m'avait changé et m'avait fait avoir honte d'où je venais. 2 parents plus âgés ont ajouté leur grain de sel avec des versions du type « peut-être qu'elle est stressée et que nous devrions prier pour son cœur ». J'ai regardé l'écran pendant un long moment, non pas parce que j'étais choqué, mais parce que j'avais enfin compris leur prochain mouvement. S'ils ne pouvaient pas me culpabiliser en privé, ils allaient me refaçonner en public. La chose amusante était qu'ils me sous-estimaient toujours. Ils pensaient que j'allais exploser. Ils pensaient que j'allais sauter dans la discussion et me défendre de manière émotionnelle, phrase par phrase, et leur donner du matériel frais à déformer. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran de chaque message, chaque publication vague, chaque petite représentation. Mon frère a mis une histoire un après-midi qui disait « C'est drôle comme certaines personnes deviennent riches et oublient ceux qui les ont gardés les pieds sur terre ». Ma sœur a republié quelque chose sur les filles égoïstes qui abandonnent les personnes qui les ont élevées. Ma mère, qui avait toujours préféré l'image de la dignité au désordre ouvert, n'a rien publié directement. Mais une de ses amies a appelé tante Suzanne pour dire que Karen avait le cœur brisé parce qu'Émilie avait soudainement arrêté d'aider après tout ce que ses parents avaient sacrifié. Sacrifié. J'ai dû poser mon téléphone avant de rire trop fort. Tante Suzanne m'a appelé ce soir-là et a demandé gentiment si quoi que ce soit de ce qu'il disait était vrai. Je lui ai tout dit. Pas avec colère, pas de manière théâtrale, juste la vérité. Les années de paiement, le dîner, la réunion, les menaces, la liste des contacts bloqués, la banque. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a dit très doucement, « Je savais qu'il s'appuyait sur toi. Je ne savais pas que c'était si grave. » Je l'ai remercié de m'avoir écouté et j'ai laissé le silence s'installer une seconde. Ça faisait du bien, d'une manière étrange, de dire les faits à voix haute à quelqu'un qui n'était pas déjà déterminé à me mal comprendre. Au travail, je n'en ai parlé à personne. J'ai continué à me présenter, à respecter les délais, à gérer les conflits d'équipe, à présenter des mises à jour, tout cela pendant que ma famille essayait de me réduire à une méchante en arrière-plan de ma propre vie. C'est la semaine où mon chef de division m'a tiré dans une salle de conférence pour me dire qu'un déploiement de clients majeurs était en avance sur le calendrier grâce à mon leadership. Je me souviens avoir hoché la tête, l'avoir remercié et être retourné à mon bureau en pensant à quel point il était absurde que des étrangers puissent voir ma valeur plus clairement que les personnes qui partageaient mon nom de famille. Quelques jours plus tard, Seattle nous a offert un de ces après-midi gris qui fait ressembler toute la ville à un croquis au crayon. Je venais de descendre dans le hall pour récupérer une livraison quand je l'ai vu. Mon père. Il se tenait près du bureau de la sécurité dans une veste que je l'avais vu porter 100 fois. Sauf que maintenant, elle avait l'air trop grande pour lui d'une certaine manière. Il n'a pas fait de signe de la main quand il m'a vu. Il s'est juste redressé, comme si la dignité était quelque chose qu'il essayait de ramener sur ses épaules à la dernière seconde. Pendant un moment ridicule, j'ai pensé qu'il était peut-être venu s'excuser.
Peut-être que le désespoir avait enfin fissuré et laissé passer un peu d'honnêteté. Mais à la seconde où je me suis approché assez pour voir son visage, j'ai su que non. Il avait l'air terrifié, oui, mais pas honteux. Les gens terrifiés peuvent toujours être fiers. Il s'est avancé vers moi et a baissé la voix. « Émilie, nous devons parler. » J'ai jeté un coup d'œil au bureau de la sécurité, puis à nouveau vers lui. « Tu as 30 secondes. » Son visage s'est crispé à cela, mais il a insisté. « La banque s'en prend à la maison. Nous sommes en retard. » Il parle de poursuites judiciaires. Je n'ai rien dit. Il a dégluti difficilement. « Tu ne peux pas faire ça. » C'était presque mot pour mot ce que j'avais imaginé entendre depuis la nuit de ce barbecue. Et d'une certaine manière, c'était encore pire en personne. Non pas parce qu'il suppliait, mais parce que, même maintenant, il me présentait toujours comme la cause du problème au lieu de l'absence de la solution. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai posé la seule question que j'avais mérité de poser. Faire quoi? Il a expiré brusquement, déjà frustré que je ne rende pas les choses plus faciles. Arrête de nous punir. Aide-nous à traverser cette mauvaise passe, et nous pourrons tous aller de l'avant. J'ai vraiment souri à ce moment-là, mais il n'y avait aucune chaleur là-dedans. Tu veux dire de la même manière que tu es allé de l'avant quand tu m'as regardé dans les yeux et que tu m'as dit de ne pas attendre un centime de ta part. Pour la première fois, il a eu l'air mal à l'aise. Émilie, c'était à propos du testament. Ça, c'est différent. Non, ai-je dit, c'est exactement la même chose. Cette phrase a fait mouche, mais pas de la façon dont elle aurait dû. Je pouvais le voir décider en temps réel que l'humilité ne fonctionnait pas et que la pression pourrait marcher. Il a baissé la voix encore plus. Si cela se sait, ça humilie ta mère, tes frères et sœurs, toute la famille. Je me suis penché juste assez pour m'assurer qu'ils m'entendent clairement. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de me traiter comme un distributeur automatique avec un pot. Je me suis éloigné avant qu'il ne puisse répondre. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge au moment où je suis entré dans l'ascenseur. Quand les portes se sont fermées, j'ai regardé mon propre reflet et j'ai réalisé que quelque chose avait changé pour de bon. J'avais fini de protéger des gens qui me détruiraient pour sauver leur propre image. Et une fois que cette décision s'est installée en moi, je savais exactement ce que j'allais faire ensuite. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon canapé avec mon ordinateur portable ouvert, et chaque capture d'écran, reçu de transfert, relevé bancaire et fil de courriel que j'avais sauvegardé au fil des ans s'étalait sur ma table basse comme la version papier d'une dépression nerveuse. Seulement, ce n'était pas une dépression. C'était un audit final. Je continuais d'entendre mon père dans le hall dire, si cela se sait, ça humilie toute la famille. Ce qu'il voulait dire, c'était, si les gens connaissent la vérité, nous perdons le contrôle de l'histoire. Pendant des années, je les avais protégés avec mon silence. Je m'étais dit que c'était de la maturité, de la vie privée, de la loyauté. Mais le silence n'est noble que lorsque les personnes que vous protégez ne s'en servent pas activement contre vous. Les miens le faisaient. Ils avaient déjà commencé la campagne de dénigrement. Ils avaient déjà décidé que j'étais avide, instable, ingrate, froide. Tout ce que je choisissais vraiment maintenant, c'était de savoir si j'allais continuer à les laisser raconter ma vie. Vers minuit, j'ai commencé à taper. Je n'ai pas écrit une diatribe. Je n'ai insulté personne. Je ne les ai pas appelés des monstres ou des narcissiques, ni n'ai utilisé le langage que les gens utilisent quand ils veulent de la sympathie instantanée en ligne. J'ai écrit exactement ce qui s'était passé. J'ai écrit qu'après des années d'aide discrète pour les dettes familiales, les factures, les réparations et le soutien, on m'avait dit lors d'une réunion de famille de ne pas attendre un centime de mon propre père. J'ai écrit qu'après cela, j'avais arrêté les transferts financiers mensuels que je faisais depuis des années. J'ai écrit que ces paiements comprenaient des dettes d'entreprise, des aides à la vie quotidienne et des coûts que ma famille avait laissé croire aux autres qu'ils couvraient par eux-mêmes. J'ai joint des dates. J'ai joint des montants. J'ai joint des captures d'écran recadrées de transferts récurrents avec les numéros de compte masqués. J'ai inclus des factures de réparation, la confirmation de l'impôt foncier, et un message de mon frère me remerciant d'avoir effectué le paiement de la voiture l'année dernière pour que son compte ne soit pas à découvert. À la fin, j'ai écrit la seule phrase émotionnelle de toute la publication. Je n'ai jamais voulu de sympathie publique. Je voulais du respect en privé.
Puisque je ne pouvais pas l'obtenir, je choisis l'honnêteté. Ensuite, j'ai identifié tante Suzanne, non pas pour l'entraîner dans le chaos, mais parce qu'à ce moment-là, elle m'avait déjà dit qu'elle était prête à défendre la vérité si quelqu'un essayait de la nier. J'ai lu la publication 4 fois avant d'appuyer sur publier. Mon doigt a survolé le pavé tactile. Une partie de moi détestait toujours ça. Non pas parce que c'était mal, mais parce que les gens décents détestent être entraînés dans un désordre public, même quand le désordre a été construit autour d'eux. Puis j'ai pensé à mon père debout dans le hall de mon bureau, ne s'excusant pas, ne demandant pas comment j'allais, m'avertissant juste de ne pas l'embarrasser. Et j'ai cliqué. Rien ne s'est passé pendant la première minute. Puis les notifications ont commencé. Un j'aime, puis 3, puis des commentaires, puis des partages. Une femme du quartier de mes parents a écrit qu'elle était choquée et désolée. Une cousine en Arizona a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Quelqu'un d'autre a écrit, c'est pourquoi il ne faut jamais juger l'enfant qui dit enfin stop. Bien sûr, tout le monde n'a pas pris mon parti. Un parent plus âgé a commenté que les affaires de famille devaient rester privées. Un autre a dit, l'argent ne devrait jamais passer avant le sang. J'ai failli répondre à celui-là, mais je n'en ai pas eu besoin. Tante Suzanne l'a fait pour moi. Elle a écrit, en tant que personne qui connaît les détails, je peux confirmer qu'Émilie a soutenu cette famille discrètement pendant des années. Elle ne ment pas. Cela a tout changé. Une fois qu'il y a eu un témoin adulte prêt à se tenir publiquement à mes côtés, le ton de la conversation a changé. Ma mère a appelé dans les 10 minutes. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Sa voix tremblait tellement de fureur que ça ressemblait presque à du chagrin. Comment oses-tu? Comment oses-tu nous humilier comme ça? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre pendant qu'elle parlait, regardant les lumières de Seattle se brouiller dans la vitre. Tu m'as déjà humilié, maman. Publiquement, c'était au barbecue. J'ai gardé ça privé jusqu'à ce que vous décidiez tous de mentir à mon sujet. Nous n'avons pas menti, a-t-elle rétorqué. Tu as abandonné ta famille. J'ai ri alors, une fois, doucement. Non, j'ai arrêté de financer des adultes qui ont clairement fait comprendre que je comptais moins que les personnes qui dépensaient mon argent. Elle a halté comme si je l'avais giflé. Ton père est malade de stress. Ton frère prend du retard. Olivia est dans un état lamentable. As-tu une idée de ce que tu as fait? Oui, ai-je dit. J'ai enfin arrêté de sauver des gens qui ne m'aimaient que lorsque le transfert était passé. Elle est restée silencieuse à ça. Le genre de silence dans lequel les gens tombent quand le scénario ne fonctionne plus. Puis elle a chuchoté, tu as détruit cette famille. J'ai fermé les yeux et j'ai répondu avec plus de calme que je n'en ressentais. Non, j'ai juste arrêté d'être la colle après que vous ayez tous passé des années à me déchirer. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mon frère m'a envoyé un texto quelques minutes plus tard, j'espère que tu es fier de toi. Les gens traitent papa d'escroc. Ma sœur a suivi avec, tu as toujours voulu que tout le monde nous voie comme des perdants à côté de toi. Celui-là m'a piqué, pas parce qu'il était vrai, mais parce qu'il montrait à quel point elle avait besoin de croire que toute personne fixant des limites devait être motivée par la cruauté. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste regardé la publication continuer à se propager. Pas virale, pas nationale, pas dramatique de cette façon ridicule d'Internet, mais assez loin à travers le réseau familial, à travers le quartier de Bellevue, à travers de vieux amis de la famille qui avaient soudainement le contexte pour des années de demi-vérité bien polies. Le lendemain au travail, j'ai gardé mon téléphone face vers le bas pendant les réunions. À l'heure du déjeuner, j'avais 7 appels manqués, 12 messages et 2 mots privés de parents éloignés disant une version de « j'aurais aimé savoir ». Cela ne ressemblait pas à une victoire. Exactement. C'était comme se tenir dans les conséquences de l'effondrement d'un bâtiment et réaliser qu'on n'avait pas allumé l'incendie, mais qu'on avait fini de faire semblant que la fumée était normale. Cet après-midi-là, alors que je quittais le bureau, mon père a appelé. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai répondu. Il ne m'a pas salué. Il a juste dit, était-ce vraiment nécessaire? Je suis entré dans l'ascenseur avant de répondre. Est-ce que me dire que je ne valais rien était vraiment nécessaire? Il a expiré fortement, fatigué maintenant plutôt qu'en colère. Tu as rendu les choses bien pires. Pour qui, ai-je demandé? Les personnes qui ont menti. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au niveau du garage. Il n'a pas répondu tout de suite.
Puis il a dit quelque chose qui m'en a dit plus sur lui que toutes les années précédentes réunies. Tu aurais pu gérer cela avec plus de grâce. Je me suis vraiment arrêté de marcher. La grâce. Ce mot restait là entre nous comme une insulte portant une cravate. J'ai pensé à chaque paiement discret, chaque blessure ravalée, chaque fois que j'avais nettoyé leurs conséquences sans les forcer à regarder ce qu'ils étaient devenus. La grâce était tout ce que je leur avais jamais donné. Alors j'ai dit la chose la plus vraie que j'avais dite jusqu'à présent. La grâce, c'est ce que je t'ai donné pendant 5 ans. Les limites, c'est ce que tu obtiens maintenant. Puis j'ai mis fin à l'appel. Après cela, le bruit a lentement changé de forme. La colère n'a pas disparu, mais elle a perdu de son assurance. Les gens avaient des reçus maintenant. Ils avaient des calendriers. Ils avaient des noms, des nombres et du contexte. Ma famille pouvait toujours me détester, mais ils ne pouvaient plus faire semblant de façon convaincante que je les avais ruinés de nulle part. La vérité avait fait ce que la vérité fait toujours quand elle obtient enfin assez d'air. Elle a rendu le déni plus coûteux. Et une fois que cela s'est produit, l'effondrement que j'avais retardé pendant des années a commencé à bouger plus vite qu'aucun d'entre n'y était préparé. 6 mois plus tard, le drame s'était calmé. Mais pas les conséquences. Elle s'était simplement installée dans la vie ordinaire, ce qui, d'une certaine manière, était une punition plus dure qu'une fin explosive. L'embarras public s'estompe. Les factures non. Les nouvelles venaient principalement par tante Suzanne. Jamais sur un ton de commérage. Juste la façon calme et pragmatique dont les personnes décentes parlent quand elles savent que vous avez besoin d'informations sans poison. Mon père a vendu ce qui restait de l'entreprise dont il avait passé des années à prétendre qu'elle n'était qu'à un bon contrat près de rebondir. Elle n'a pas rebondi. Elle a fermé de cette façon lente et indigne dont les petites entreprises le font parfois quand la fierté gère les comptes depuis plus longtemps que les mathématiques. Il a pris un emploi pour faire du travail mécanique de base et de l'entretien pour un atelier local en dehors de Bellevue. Rien de prestigieux, de longues heures, moins d'argent, plus de supervision par des hommes plus jeunes que lui. Ma mère a commencé à ouvrir un café à 5 heures du matin 3 jours par semaine, puis a pris plus de garde quand il est devenu évident que personne n'allait surgir pour les sauver. Selon Suzanne, elle était épuisée et furieuse dans une égale mesure, ce qui semblait tout à fait exact. Mon frère a abandonné son idée de start-up après que 3 amis différents ont arrêté de prétendre qu'il y avait des investisseurs au coin de la rue. Il a fini dans la logistique d'entrepôt, chargeant, scannant, soulevant, apprenant que l'argent bouge différemment quand on le gagne vraiment à l'heure. Ma sœur, après des mois passés à insister sur le fait qu'elle construisait une marque personnelle, a finalement pris un travail de serveuse dans un restaurant très fréquenté de Kirkland. La première fois que Suzanne l'a mentionné, elle avait l'air presque triste pour elle. Ce n'était pas mon cas. Non pas parce que je voulais qu'Olivia soit malheureuse, mais parce que la réalité était la seule chose que personne dans cette maison ne lui avait permis de rencontrer à temps. Elle était arrivée tard, mais au moins elle était arrivée. La famille élargie s'était divisée de manière prévisible. Certains pensaient encore que j'aurais dû rester silencieuse quoi qu'il arrive. Ces personnes, j'ai remarqué, étaient toujours celles qui bénéficiaient le plus du fait que les femmes fassent preuve d'endurance au nom de l'harmonie. D'autres ont complètement cessé de parler à mes parents après la publication et les reçus, non pas parce qu'ils étaient scandalisés par l'argent, mais parce qu'ils reconnaissaient le schéma. Les enfants dorés, la fille responsable, l'attente interminable. C'était plus courant que quiconque n'aimait l'admettre. Pendant ce temps, ma propre vie a fait quelque chose qui me semblait encore étrange quand je le regardais directement. Elle s'est ouverte sans les transferts mensuels. J'ai enfin vu à quoi ressemblait vraiment mon propre revenu quand il m'appartenait. J'ai rempli au maximum des comptes d'épargne qui étaient restés à moitié nourris pendant des années. J'ai rénové mon appartement comme je le voulais, pas comme d'autres personnes en avaient besoin. J'ai remplacé mon vieux canapé. J'ai réservé un voyage à Hawaï sans entendre la crise de qui que ce soit dans un coin de mon esprit chaque fois que je cliquais sur confirmer. Le travail a changé, aussi. Le grand projet dans lequel je m'étais pratiquement enterré pendant le pire de la crise familiale a fini par être un succès. Et à la fin de l'été, j'ai obtenu une promotion. Un titre plus important, un meilleur salaire, plus de responsabilités, oui, mais cette fois, ça ressemblait à de la croissance au lieu d'une compensation pour être excessivement capable dans chaque pièce où j'entrais. Lors de mon premier matin avec ce nouveau titre dans ma boîte de réception, j'ai préparé du café dans ma propre cuisine,
j'ai regardé Seattle et j'ai réalisé que j'avais passé presque 2 jours complets sans penser à savoir si quelqu'un de ma famille avait besoin de quelque chose de moi. C'est ainsi que la guérison est venue, du moins pour moi. Pas en un seul instant cinématographique, mais par de petites périodes de paix que je n'avais pas à mériter. Hawaï a été la première fois que je voyageais seul et que j'appréciais réellement la solitude au lieu de la traiter comme la preuve que j'avais échoué dans mes relations. J'ai nagé, lu, dormi tard et je me suis assise près de l'eau sans que personne n'attende de moi que je résolve quelque chose de plus important que ce que je voulais pour le déjeuner. À mon retour chez moi, j'ai rejoint un groupe de course locale parce que j'étais fatigué de passer tout mon temps libre soit à travailler, soit à récupérer de mon travail. C'est là que j'ai rencontré Marc. Pas de façon dramatique. Pas de café renversé, pas de réplique de film parfaite, juste une course un samedi matin, une pluie légère, et un homme avec un sourire facile qui s'est adapté à mon rythme sans essayer de monopoliser la conversation. Nous avons commencé à parler après les courses, puis à prendre un café, puis à nous envoyer des textos sur des choses ordinaires qui me semblaient extraordinaires, uniquement parce que rien n'y était manipulateur. Il ne m'a jamais fait sentir que l'affection était une tâche ou que le soutien était une transaction. Un soir de début décembre, tante Suzanne est passée avec des plats à emporter et une bouteille de vin. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine pendant que la pluie tapait doucement contre les fenêtres. Et après un moment, elle m'a regardé avec ce visage stable et pensif qui était le sien et a dit « Tu sais qu'il te blâme toujours ». J'ai haussé les épaules. Je m'en doutais. Elle a hoché la tête lentement. Mais plus de gens voient la vérité maintenant qu'avant. Ils n'obtiennent pas la sympathie qu'ils pensaient avoir. J'ai baissé les yeux vers mon verre pendant une seconde. Cela aurait dû être satisfaisant, et une partie de moi supposait que ça l'était, mais je me sentais surtout fatigué, comme d'entendre parler de la météo dans une ville où on ne vit plus. Suzanne a dû voir quelque chose sur mon visage parce qu'elle a tendu le bras au-dessus de la table et a serré ma main. Tu ne les as pas ruinés, Émilie. Tu as juste arrêté de les porter. Cette phrase est restée avec moi après son départ. C'était peut-être le résumé le plus clair de toute l'histoire. J'avais passé tellement de temps à m'entendre dire que mon refus de continuer à me sacrifier était une violence que j'avais presque oublié qu'un adulte peut s'effondrer sous le poids de ses propres choix sans que personne ne le pousse. À la période de Noël, je n'étais pas guéri d'une manière parfaite et brillante. Il y avait encore des moments qui faisaient mal, croiser des familles avec des pulls assortis en centre-ville, entendre un père rire avec sa fille dans un supermarché, me surprendre à presque attraper mon téléphone quand quelque chose de bien arrivait. Mais la douleur avait changé de texture. Elle ne ressemblait plus à une blessure ouverte, plutôt à une cicatrice que j'avais arrêté de cacher sous des manches longues. Et alors que l'année touchait à sa fin, j'ai réalisé quelque chose qui aurait semblé impossible à la version de moi qui avait quitté cette table de barbecue. La pire chose que ma famille m'ait jamais faite avait également forcé la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cela m'a appris à arrêter de confondre l'amour avec l'accès à ma personne. La veille de Noël, j'ai organisé mon propre dîner pour la première fois de ma vie. Pas parce que j'essayais de prouver quoi que ce soit. Et pas parce que je voulais un parfait remplacement pour la famille que j'avais perdue. Je l'ai fait parce que j'ai enfin compris que la paix grandit plus vite quand on arrête d'attendre que les personnes qui vous blessent deviennent celles qui vous guérissent. Mon appartement avait l'air chaleureux d'une manière que je n'avais jamais vraiment permise auparavant. Il y avait des bougies sur la table, un petit sapin dans le coin, de la musique assez basse pour que les gens puissent réellement se parler, et des plateaux de nourriture qui n'étaient pas accompagnés d'un sentiment d'obligation. Tante Suzanne est arrivée la première, apportant le dessert et arborant le genre de sourire qui rendait la pièce plus stable. Quelques amis proches sont venus ensuite. Marc s'est pointé avec une bouteille de vin et une blague assez mauvaise pour faire rire tout le monde plus fort qu'elle ne le méritait. À un moment donné, pendant que les gens discutaient dans le salon et que quelqu'un aidait dans la cuisine, je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de Seattle. La ville semblait douce et nette en même temps, comme toujours en hiver. Pendant quelques secondes, je suis juste resté là, les mains autour d'une tasse chaude, et je me suis autorisé à tout ressentir sans fuir quoi que ce soit. La tristesse était toujours là. Je ne vais pas mentir là-dessus. Il y a un type de chagrin très précis qui vient de la réalisation que les personnes qui étaient censées vous aimer le plus étaient souvent plus à l'aise quand vous donniez trop, travailliez trop, expliquiez trop et mouriez de faim émotionnellement. Vous ne surmontez pas cela simplement parce que la vie s'améliore. Mais il y avait autre chose aussi, plus fort que le chagrin et plus silencieux que la vengeance. Le respect de soi. Le genre qui ne crie pas.
Le genre qui change la façon dont vous vous tenez dans une pièce. J'ai pensé à ce barbecue, à ce testament, au silence qui a suivi la phrase de mon père, à ma propre voix quand je lui ai répondu. À l'époque, je pensais que je mettais fin à quelque chose. Avec le recul, je commençais quelque chose. Je commençais une vie où l'amour n'exigeait plus de se trahir soi-même. Une vie où l'aide financière, si jamais je choisissais d'en donner à nouveau, serait un cadeau au lieu d'un impôt pour être la personne responsable. Une vie où être une bonne fille, sœur, partenaire ou amie ne signifierait plus jamais me faire toute petite pour que tous les autres puissent rester à l'aise. C'est pour moi la véritable leçon de tout cela. Et je pense que cela a de l'importance bien au-delà d'une seule famille dans une seule maison de Bellevue. On apprend à beaucoup de gens que l'amour signifie l'endurance. Que si vous êtes forte, vous devez porter davantage. Que si vous avez du succès, vous ne devriez jamais vous plaindre quand les autres traitent votre stabilité comme une propriété communautaire. Que si vous dites non, vous êtes froide. Si vous protégez votre paix, vous êtes égoïste. Si vous arrêtez de financer le dysfonctionnement, vous êtes cruel. Je ne crois plus à cela. Je pense que l'une des choses les plus précieuses qu'une personne puisse apprendre est la différence entre la générosité et l'effacement de soi. Aider les personnes que vous aimez peut être magnifique. Mais quand votre aide est attendue, exigée, manipulée, et ensuite utilisée pour mesurer votre valeur, elle cesse d'être de l'amour, elle devient un contrôle déguisé en devoir familial. Et c'est une leçon que les gens ont besoin d'entendre parce que trop de gens bons, capables et empathiques finissent piégés dans des rôles qu'ils n'ont jamais consciemment choisis. Ils deviennent les réparateurs, les sauveurs, ceux qui comprennent toujours. Ceux qui paient, ceux qui absorbent l'impact émotionnel pour que tous les autres puissent éviter de grandir. Si c'est vous, je veux vous dire quelque chose clairement. Se choisir soi-même n'est pas un échec moral. Fixer des limites financières n'est pas une trahison. Dire non aux personnes qui ne valorisent que votre utilité n'est pas de l'égoïsme. C'est de la sagesse. C'est de la maturité. C'est du respect de soi. C'est ainsi que les cycles d'exploitation émotionnelle et financière se terminent enfin. Ma famille pensait que la plus grande menace dans cette maison était mon départ. Ils avaient tort. La plus grande menace était la vérité. La vérité selon laquelle je les avais portés pendant des années. La vérité selon laquelle ils confondaient ma loyauté avec une obligation. La vérité selon laquelle certaines personnes ne paniquent que lorsque la personne qu'elles considéraient comme acquise réalise qu'elle est libre de partir. Je ne les déteste pas. Vraiment pas. La haine vous garde liés aux gens à sa propre manière. Ce que je ressens maintenant est quelque chose de plus propre. De la distance, de la compréhension, des limites, et peut-être le type de conclusion le plus fort qui soit. Le genre qui n'exige pas que l'autre partie s'excuse avant que vous puissiez passer à autre chose. Derrière moi, j'ai entendu des rires venant de la table et Suzanne appelant mon nom parce que quelqu'un avait besoin d'aide pour couper le dessert. J'ai jeté un dernier regard à la ville, j'ai souri intérieurement, et je me suis tourné vers les gens dans mon appartement. Les gens qui étaient là parce qu'ils le voulaient, pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de ma part. Peut-être que c'est ça, la vraie famille. Pas le sang, pas l'histoire, pas la culpabilité. Juste les gens qui peuvent voir votre valeur sans calculer d'abord ce qu'ils peuvent en tirer. Voilà donc mon histoire. Mon père m'a regardé dans les yeux et m'a dit de ne pas attendre un centime de sa part. Ce qu'il ne réalisait pas, c'était qu'au moment où il a dit ça, il m'a aussi donné la permission d'arrêter d'être le distributeur automatique invisible dans la vie de tous les autres. Et à la fin, le plus beau cadeau que j'ai reçu de tout ce gâchis brutal n'était pas la vengeance. C'était la liberté. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Si vous étiez à ma place, auriez-vous continué à donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait et enfin dit non? Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire vous-même, partagez votre histoire dans les commentaires, parce que je sais que je ne peux pas être la seule à avoir dû apprendre à la dure que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout.